Bonjour à tous et donc bienvenue à tout le monde sur ce webinaire sur l'écosystème FinTech au Sénégal. Donc, je suis Saad Jnan, je suis coordinateur donc, de l'Afrique Innovation Lab. Alors, pour rappel, l'Afrique Innovation Lab est une initiative de la région Casablanca Stat et Casablanca Finance City pour fédérer et animer l'écosystème FinTech au Maroc. Donc, fédérer en essayant de connecter un peu tous les acteurs FinTech de l'écosystème, à savoir les startups, bien évidemment, les acteurs d'accompagnement, les corpos, les régulateurs et toute personne intéressée par la FinTech. Et du coup, animé à travers donc, des événements comme celui-ci sur des sujets intéressants donc, dans ce monde très, très vaste qui est le monde de la FinTech. Donc, ce n'est pas le premier webinaire sur le sujet, à savoir où on va essayer d'analyser un peu un autre écosystème. On a déjà fait le même exercice avec Singapour et également avec l'Égypte. Donc, l'Égypte, le pays arabe, on va dire, en Afrique qui est le plus développé. Aujourd'hui, c'est une destination qui m'est très chère et qui est très, très intéressante, qui est justement le Sénégal. Un écosystème donc en Afrique francophone, très très proche de nous et qui est propulsé à la 5e place des écosystèmes en Afrique et celui qui a reçu donc le plus d'investissements. Donc là, je vois que les gens sont en train de se connecter petit à petit. On va quand même démarrer. Mais avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler effectivement quelques petites règles sur Zoom. Donc, vous pouvez effectivement, pendant le webinaire, à n'importe quel moment, poser toutes vos questions. Il y a des box prévues à cet effet-là, donc pour tout ce qui est questions et réponses. On va pouvoir les voir donc, au fur et à mesure et on les posera bien sûr à la personne adéquate ou en tout cas, on laissera la question ouverte à celui qui pourra y répondre. Alors aujourd'hui, on a un panel assez prestigieux pour le coup. On a avec nous donc Elisabeth Berthe qui est la directrice associée de Microsave. On a également avec nous un entrepreneur, donc Babacar Gueye, qui est le directeur, le DGA du groupe Intech. Et on a avec nous Oumar S. Diallo, qui est donc un membre fondateur de la Fédération des startups sénégalaises, mais également serial entrepreneur. Alors pour démarrer, je laisse la parole à Elisabeth Berthe qui va effectivement nous expliquer un peu et nous donner une vue assez globale de la région. Elisabeth, bonjour. Bonjour, merci Saïd. Ça va. Alors, merci beaucoup déjà pour votre présence. Donc, je rappelle que vous êtes aux États-Unis actuellement, mais vous êtes une experte effectivement du marché africain. Donc, je vous cède la parole et je vous laisse. The floor is yours. Merci. D'accord, merci. OK, donc si vous ne connaissez pas, MSC, c'est un cabinet de conseil avec un bureau à Dakar qui a mené plusieurs études sur les contraintes et les opportunités liées aux services financiers digitaux. Les services financiers offerts par les fintech et aussi on a accompagné quelques incubateurs. L'innovation technologique a fait des percées majeures dans les services financiers et comme vous le savez, les fintech peuvent contribuer à une meilleure conception des comptes de transactions et des produits de paiement, les rendre accessibles au public et des populations mal desservies avec une expérience utilisateur facile et un travail de sensibilisation amélioré. Elles peuvent rendre les services efficaces et réduire les barrières à l'entrée du marché. Et je vais présenter rapidement l'écosystème et proposer quelques recommandations clés pour orienter les prochaines étapes du développement du secteur. Donc, les segments de FinTech se développent et se mûrissent et de nombreuses FinTech se développent verticalement, surtout depuis le COVID. Dans un petit pays comme le Sénégal, l'expansion géographique est nécessaire pour réussir, mais bien sûr, c'est seulement réalisable quand il y a un modèle d'affaires qui est éprouvé. À première vue, il semble que les paiements et les transferts restent dominants, mais les fintech sont saturés, ça c'est à débattre, les marchés avec les paiements et transferts, ce qui a conduit à une augmentation dans les activités dans les domaines comme l'insurtech, les banques numériques, et les services au MPME. Prochaine diapo. L'accès aux services, l'accès aux clients, c'est un défi majeur pour les fintech. Pour relever ce défi, les fintech explorent des moyens de tirer des avantages réels de la collaboration inter-entreprises, donc le B2B. Si les fintech ont pu être considérés comme des perturbateurs dans le passé, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir travailler avec les acteurs établis.
On a vu l'évolution au Sénégal d'une approche marketing équitablement centrée sur le B2B et B2C. Et la majorité des fintechs au Sénégal ont moins de 50 employés. Et selon le BCAO, qui est notre banque centrale pour la sous-région, il y a une forte augmentation de la demande par les promoteurs de fintech. Et on a vu le nombre de fintech augmenter, ça va augmenter encore cette année. J'avais juste compté jusqu'à septembre et on est à 29. On a perdu quelques-unes en 2020, mais on est sur la bonne voie. Les dirigeants et les fondateurs fintech sont majoritairement des hommes. Toutefois, les femmes accèdent des rôles opérationnels comme le produit et le marketing. Prochaine diapo. Donc, ceci est la situation du Sénégal. La diversification des services est un point essentiel pour la croissance et la réussite des fintechs. Il faut bien connaître les besoins du marché pour développer des services adaptés. Et le BCAO conseille les fintechs sur l'orientation à prendre si leurs services apparaissent, par exemple, trop sophistiqués pour le marché. Prochaine diapo. Les défis que vous voyez sur l'écran ne sont pas uniques au Sénégal. Beaucoup de fintechs n'ont pas encore atteint la maturité et restent en phase d'amorçage. Les startups peuvent manquer des compétences et d'expérience, des processus et des structures commerciales pour gérer la croissance de leur entreprise. Donc, un mentorat solide a été et continuera d'être essentiel pour stimuler l'innovation, car les investisseurs déplorent de voir trop de services qui copient l'existant. Et cela nous ramène à l'éducation. Avec une population de jeunes de plus en plus importante, nous devons doter les gens des compétences appropriées et cela vaut également pour les entrepreneurs. Il y a un temps et des fonds limités, donc on a besoin d'accéder les outils à des services abordables. Les jeunes entrepreneurs peuvent résoudre des problèmes quotidiens qui présentent des points sensibles. Prochaine diapo. Le Sénégal était le 12e pays sur le continent d'adopter le Startup Act. Donc, il n'est pas tout à fait implémenté encore, mais il y a du progrès. Le BCAO a écouté les startups et ils ont créé un comité en 2020 à travers notamment l'adaptation des cadres réglementaires en vigueur, ainsi que la mise en place d'un bureau d'innovation et un bac à sable. Une des difficultés pour les fintechs était le manque de compréhension des réglementations, mais maintenant c'est beaucoup plus facile de voir les entretiens avec le BCAO. Mais le BCAO devrait également publier une stratégie fintech pour stimuler l'innovation et la concurrence dans le secteur financier, tout en assurant l'intégrité du marché, la solidité financière et la protection des consommateurs. Il y a plus de 15 facilitateurs au Sénégal et plus récemment, on a vu la création d'un accélérateur lab de la PNUD pour valoriser les innovations locales. La création de réseaux de collaboration entre les incubateurs à travers le pays est essentielle pour nourrir les talents transdisciplinaires, en particulier dans les endroits où les universités manquent. Prochaine diapo. Donc, on a la chance de voir plusieurs investisseurs qui sont basés au Sénégal, dans la région. Cela dit, la plupart des fintechs doivent compter sur leurs propres fonds pour démarrer, mais on voit de plus en plus des investisseurs qui s'intéressent aux fintech en phase de démarrage. La région de l'Afrique de l'Est a connu de nombreuses fluctuations en termes d'investissement en capital risque au cours de ces dernières années. 2021 a battu le record et on est en train de voir la même chose pour 2022. Et le série A de 200 millions de dollars de Wave explique le chiffre élevé du Sénégal. C'est le premier licorne pour l'Afrique de l'Est. Et on commence de voir plus en plus de fintech basés aux États-Unis arrivent sur le marché sénégalais. Donc, vous devez vous adapter à mon accent. Prochaine diapo.
Vous avez vu tout à l'heure sur l'écran qu'il y a que seulement 7% des fintechs sont fondés ou cofondés par les femmes. Ce chiffre est en baisse depuis qu'on commence à faire le suivi de ça. Et afin d'inverser cette tendance, nous devons améliorer la formation auprès des investisseurs et des fintechs aussi. Prochaine diapo. Donc, quelques recommandations pour positionner les fintechs pour le succès. Donc, autour de l'accès aux talents et au renforcement de capacités. Pour les incubateurs et les mentorats, il faut lancer des fonds d'investissement pour introduire les incubateurs et des accélérateurs en dehors des capitales. Culture entrepreneuriale, il faut mettre en lumière des exemples de réussite pour aider les jeunes à découvrir et approfondir leurs compétences. Il faut promouvoir l'enseignement des STEM, donc les sciences, technologies, informatique et mathématiques, en particulier auprès des femmes. Et pour aider les fintechs à bâtir des équipes compétentes, il faut créer un environnement favorable à l'esprit d'entreprise en promouvant la sensibilisation à l'esprit d'entreprise dans les écoles, les universités et les centres de formation et donner accès aux cours des compétences commerciales à faible coût. Pour les collaborations et les partenariats, il faut créer un fonds d'assistance technique en partenariat avec les experts du développement d'entreprise, le BDS, pour travailler avec les incubateurs afin de renforcer les compétences. Et les fintechs doivent s'aligner sur les priorités commerciales des entreprises partenaires et approfondir leur compréhension des besoins locaux pour pouvoir exprimer leurs valeurs. Dans l'environnement réglementaire, il faut encourager la création et la croissance des fintechs et fournir des incitations pour les premières années d'exploitation, comme l'exonération des impôts ou des cotisations sociales. Il faut encourager la libéralisation de le code USSD, surtout parce que dans nos zones, le niveau de smartphone va rester toujours bas pour encore quelques années. Et concernant les recommandations autour de l'accès au financement, il faut créer un fonds de garantie pour faciliter l'accès aux prêts nécessaires à la mise en œuvre des plans d'affaires crédibles. En réseautage, il faut promouvoir les possibilités d'investissement privé en incitant les créations des sociétés de capital risque et des réseaux de business angels. Et pour attirer plus d'investissements, il faut organiser des événements de mise en réseau avec un public international. Et surtout en zone francophone, on doit toucher les entités anglophones. Donc, le marché est mieux pour l'innovation, mais il faut créer un effort collectif pour remédier aux lacunes actuelles qui comprennent les contraintes réglementaires, les faiblesses des systèmes juridiques, le manque de compétences financières et numériques et l'absence d'antécédents de crédit pour exploiter ce marché potentiel. Prochaine diapo. Donc, nous avons créé une carte interactive sur les fintechs à travers les fintechs francophones à travers le continent en collaboration avec Deloitte et AFF qui couvrent plus de 20 pays sur le continent. Donc, cette carte est en continue construction et contient les informations détaillées sur chaque startup et ça peut être consulté sur www.lafinancedigitale.com. Et aujourd'hui, on a plus de 250 fintechs, donc il ne faut pas hésiter de vous inscrire. Donc, merci pour votre attention. Saad? Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, alors, juste pour rappeler, du coup, sur la finance digitale, c'est effectivement un annuaire des fintechs africaines, c'est bien ça? Mais francophone, donc c'est uniquement un site francophone. Et vous avez du coup, de ce que j'ai entendu, 250 fintechs actuellement qui sont sur toute la région francophone. Exactement. Avec des fintechs marocaines également ou pas encore? Oui, bien sûr. Excellent. Écoutez, merci beaucoup déjà pour votre présentation. Je vous garde avec moi, bien évidemment, sur ce panel-là. Et j'invite avec moi donc Oumares Diallo, serial entrepreneur et membre fondateur de Sen Startup, donc la fédération des startups sénégalaises. Et j'invite également, donc, j'accueille Babacar Gueye, donc, qui est entrepreneur et DGA d'Intech Group. Donc là, on va arrêter la présentation, on va être entre nous et effectivement essayer d'échanger sur tous ces sujets-là.
Donc, tout d'abord, je vous remercie à tous d'avoir accepté cette invitation. Et vous l'avez fait très, très spontanément. Donc, je vous remercie pour cela. J'active ma caméra qui n'était pas activée. Et voilà, je suis de retour. Parfait. Bah, je vais enchaîner du coup avec Omar. Bonjour Omar. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, alors, toi, tu es serial entrepreneur. Donc, tu es actuellement entrepreneur effectivement sur une fintech pour le coup. Et tu es membre fondateur en fait de cette startup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette startup? Quelle est en fait la mission de cette startup et pourquoi est-ce que vous avez eu et quel est plutôt son rôle pour le domaine fintech? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je me réjouis d'être là en compagnie des éminentes personnalités telles que Babacar, toi et Elisabeth. Cela fait plaisir. En fait, aujourd'hui, parler de cette startup, c'est juste parler de la nécessité aujourd'hui de se réunir pour faire le plaidoyer des startups, en quelque sorte. Parce que ici, pendant très longtemps, les startups étaient considérées comme des PME, ce que nous n'aimions pas en réalité, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas la même. Nous avons voulu tout simplement avoir notre spécificité et bénéficier de nos propres conditions pour en fait l'éclosion. Il faut savoir une chose, nous nous sommes beaucoup inspirés des pays tels que la Tunisie, des pays comme les États-Unis et des pays comme la France, bien entendu. Aujourd'hui, si on regarde l'écosystème sénégalais, vous allez voir que les fondateurs sont des gens de l'école sénégalaise, de l'école américaine, de l'école marocaine ou de l'école française. Et c'est cette diversité-là qui a fait qu'il fallait à un certain moment fédérer pour avoir quelque chose à nous du Made in Sénégal et qui sera tout simplement spécifique au Sénégal et à la zone en tant que telle. Et c'est ce qui a poussé les Sénégalais que nous sommes à imiter ce qui est bien en Tunisie pour aujourd'hui, en fait, essayer de parler avec les pouvoirs publics et de créer maintenant ce qu'on a appelé la Startup Act, qui porte le nom de Sen Startup Act. Elisabeth l'a souligné tout à l'heure. C'est une loi qui a été votée depuis 2019. Nous attendions les décrets d'application qui viennent de sortir. Là, nous sommes en train aujourd'hui de peaufiner les derniers règlements pour tout ce qui est aujourd'hui organisation telle que les labellisations. Nous n'avons pas hésité à retourner en Tunisie parce que c'est les précurseurs pour voir comment ils ont fait. Récemment, donc il y a cela 2 mois, on a été en Tunisie où on a rencontré les stakeholders même de cette loi-là, les tenants de cette loi, les gens qui travaillent dans cette loi-là. Et on a essayé de prendre ce qui est bien et de l'adapter au Sénégal. Donc, grosso modo, si je dois présenter cette startup, je vais dire que c'est tout simplement aujourd'hui une structure d'accompagnement des startups. Nous ne sommes pas un incubateur, mais nous sommes beaucoup plus des accompagnateurs qui s'apparentent à des accélérateurs en réalité. Et nous sommes tous des membres fondateurs de startups aussi. Donc, ce n'est pas un patronat en tant que tel, ni une association en tant que telle, mais c'est plutôt un regroupement de gens qui veulent inciter les gens à entreprendre, mais à entreprendre d'une belle manière et assainir même aujourd'hui ce secteur. C'est ça, c'est une startup. En gros, c'est une sorte de collectif finalement avec un objectif commun d'entrepreneurs qui vise effectivement à aller plus loin que juste une sorte d'association, mais de travailler sur tout l'écosystème. Moi, j'ai apprécié justement ta mention sur l'écosystème tunisien, parce qu'effectivement, il faut qu'on ait ce réflexe-là de prendre ce qui se fait un peu partout. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce webinaire est là pour cela, c'est de voir un peu les meilleures pratiques au Sénégal et pouvoir éventuellement les adapter dans d'autres pays de la région. Donc, ma question suivante, c'est pour toi, quelles ont été les actions qui ont été menées justement au Sénégal particulièrement pour rattraper un peu ce retard, parce qu'on peut se le dire, hein, on a un petit retard en Afrique francophone par rapport à l'Afrique anglophone, qui va plus avancer. Quelles sont les actions qui, à ton sens, ont été menées justement pour essayer de rattraper ce gap-là? Écoutez, moi, je ne vais pas l'appeler retard.
surtout en fait si on se compare aux pays anglophones, je vais pas appeler ça en retard, c'est par rapport à une question d'organisation. Il est 17 heures. Une question de configuration. Le Sénégal fait partie de la zone UMOA. C'est une zone, en fait, qui utilise le CFA, le PROF. Donc, ces 8 pays, dans ces 8 pays-là, il y a une banque centrale. Donc, c'est la loi communautaire. Le Sénégal, en tant que tel, le Sénégal, comme seul pays, ne peut pas prendre une décision. Donc, la loi sénégalaise aujourd'hui, elle est inférieure par rapport à la loi communautaire parce que c'est cette loi-là qui est supranationale, on va dire. Et c'est les textes de la BCEAO qui vont s'appliquer dans tout ce qui est banque, dans tout ce qui est fintech. Contrairement au Kenya, contrairement au Ghana, contrairement au Nigeria, contrairement à l'Égypte. Alors, je viens de vous citer aujourd'hui les 4 premiers écosystèmes devant le Sénégal. Et je dirais même les 5 premiers écosystèmes devant le Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont leur propre banque centrale. Donc, les procédures ne sont pas trop lourdes comparées à nous. Et souvent, dans nos pays, comme le Sénégal, la technologie précède la loi. La technologie, elle est en avance sur la loi. Ce qui fait quoi? Vous allez voir beaucoup de fintech qui ne vont pas se déclarer, beaucoup de startups qui ne vont pas se déclarer parce que ce qu'elles font, et Elisabeth peut en témoigner, aujourd'hui, en fait, les chiffres que Elisabeth vont nous donner, nous serons obligés de les prendre. Pourquoi? Mais nous saurons que sur le marché, il y a des gens qui existent, mais qui ne se déclarent pas. Parce que la loi communautaire, elle est là et il y a également des taxes supplémentaires aujourd'hui à payer. Je vous donne un petit exemple. Pour créer de la monnaie électronique, soit on s'adosse à une banque ou bien on a la licence. Et la licence de monnaie électronique, c'est environ 300 millions de francs CFA, donc environ 500 000 $. Pour une petite start-up, c'est très compliqué. Et pourtant, les développeurs, c'est des gens qui ont fait des écoles, des grandes écoles au Sénégal, des grandes écoles au Maroc, des grandes écoles aux États-Unis. Aujourd'hui, nous, au Sénégal, par exemple, aujourd'hui, presque tous les fondateurs vont faire des masters à Stanford ou bien à Draper. On signe beaucoup de conventions avec les universités américaines, avec des universités allemandes, des universités françaises, parce qu'en fait, on a besoin de monter en compétences. Donc, le savoir, il est toujours là. On fréquente les mêmes universités, on côtoie les mêmes personnes. Mais le seul hic, c'est que le start-up nigérian peut transférer à partir de son téléphone plus de 10 000 $. Le start-upper sénégalais ne peut pas transférer plus de 4 000 $ à partir de son téléphone. Vous voyez un peu ces barrières-là. Donc, je ne dirais pas que c'est par rapport aujourd'hui à un retard, mais c'est plutôt à une réglementation différente. Là où vous avez des banques centrales qui appartiennent à un pays, c'est plus rapide. Là où vous avez une banque centrale qui est communautaire à 8 pays, c'est plus compliqué. C'est très clair. Donc, merci beaucoup pour l'éclaircissement, effectivement. Et tu me donnes effectivement la très bonne transition pour passer justement à Bakar. Parce que tu as bien résumé la chose, effectivement. Dans les pays anglophones, on lance le produit, on régule après. Dans les pays francophones, généralement, on a tendance à réguler d'abord. Et du coup, je vois Babacar sourire. Hein, et donc, aujourd'hui, tu es à la tête d'un grand groupe, donc le groupe Intech, qui est sur plusieurs solutions fintech. Tu prendras effectivement 2 minutes pour le présenter ou très rapidement. Mais comment est-ce que, justement, vous avez démarré au tout début? Quels ont été les challenges réglementaires que vous avez dû surmonter? Comment vous les avez surmontés, justement? Un peu, comment est-ce que ce tétard est devenu une grenouille qui peut gérer un peu tout ça? Très bien, merci Saïd. Merci déjà pour l'invitation à ce panel. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous rejoignons Omar et Elisabeth, que nous apprécions très bien par rapport à leur travail. Donc, effectivement, hein, comme Omar l'a dit, l'environnement francophone en Afrique
parfois pose quelques barrières pour le développement des fintechs sénégalaises, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est un marché assez réduit. Déjà, ce n'est pas beaucoup de personnes, surtout le Sénégal qui compte 17 millions d'habitants. Mais pour répondre à votre question, comment on a pu, nous, à notre niveau, surmonter ou contourner ces barrières, c'est en ayant le mindset américain pour lancer un produit et après attendre la réglementation. Si je cite juste un de nos produits, parce qu'on en a beaucoup, peut-être on n'aura pas l'occasion de présenter tout ce qu'on fait, mais un de nos produits, une de nos solutions qui s'appelle Yonema, permet de faire de l'envoi à partir d'une carte bancaire vers un mobile money. Donc, la solution permet de ne plus aller au niveau du distributeur, faire un retrait, aller sur un point de rechargement mobile money pour mettre dans son mobile money. Donc, quand on lançait, il n'y avait pas de solution sur le marché qui faisait la même chose. Donc, comme Omar l'a dit, la technologie FinTech va bien au-delà va plus vite que la réglementation, malheureusement, en la matière. Donc, on a été interpellé par les autorités qui coiffent ce domaine, ce service. On leur a expliqué. Après, ils ont compris qu'effectivement, c'était un besoin et nous ne sommes qu'une passerelle pour permettre aux utilisateurs d'avoir ce type de service qui était une innovation, une révolution sur le marché, parce qu'il n'y avait pas encore de solution qui permettait d'envoyer directement de l'argent sur son mobile money à partir de sa carte bancaire. Mais bon, c'est un secteur qui commence à bien rattraper le coup sur le plan réglementaire. Donc, la Startup Act, la loi qui est venue juste après pour préciser certaines choses. Les travaux sont toujours en cours. Mais bon, c'est un secteur assez dynamique, assez plaisant, parce que le plus souvent, on n'attend pas réellement que la réglementation encadre. Derrière, ce qu'il faut expliquer, on le fait. Bon, on respecte les règlements de base, de toutes les procédures de KYC, etc. On a lancé dernièrement une solution, par exemple, qui permet de faire de l'interopérabilité entre wallets. Ça s'appelle Change. Donc, en le lançant, certains de notre équipe avaient certaines craintes qu'on nous dise non, arrêtez, non, ce n'est pas permis. On leur a dit, bon, on va faire à l'américaine, on va le lancer. La solution, elle est destinée à tout le monde, mais c'est juste un bridge entre les différents wallets pour permettre de faire de l'interopérabilité. Donc, Change, en ce moment, fait des flux de plus de 10 millions de francs CFA par jour. Et l'idée, c'est de l'étendre vers d'autres pays africains. Parce que l'avantage d'être dans un espace communautaire, l'UMOA, où on partage la même monnaie, ça nous permet de pouvoir faire des transferts, si on a l'autorisation, entre les différents pays et ne pas se limiter au Sénégal. Donc, on pourra faire de l'interopérabilité à partir du Sénégal vers d'autres pays. Voilà. Et là, justement, Change particulièrement, vous avez réussi à le lancer, ça n'a pas bloqué par les régulateur. Ça va, c'est en train d'être appliqué ou pas du tout? Alors, ça c'est bien lancé, c'est en train d'être utilisé. On a plus de 20 minutes. On l'utilise actuellement. Pas la carré, faut le dire. C'est ça, on l'utilise et beaucoup de personnes l'utilisent. Écoute, là actuellement, ça pour dire la vérité, là moi qui parle, hier pour payer ma facture d'Internet, j'avais un peu ici, un peu là-bas, donc j'ai dû emprunter ici, un peu. Mais, tu vois, tout à l'heure, Elisabeth a dit quelque chose d'exceptionnel. Elisabeth, je sais qu'elle vit parmi nous, mais elle connaît très bien ce qu'on vit. Elle a dit qu'en fait, nos fintechs ont souvent du mal à créer des offres adaptées aux besoins de la cible. C'est tellement vrai. Et tu vois, moi, pourquoi... Et là, moi, je suis un fan de Intech. Hein. J'aime bien ce qu'ils font parce que moi, je suis un passionné de FinTech. Moi, je voyage dans beaucoup de pays et je vois beaucoup de choses. D'accord? Et je teste toujours quand je vais dans un pays. Juste une petite anecdote. Une fois, en 2020, je suis parti au Kenya. J'ai demandé à ma femme de m'envoyer de l'argent via Western Union pour que je pick up ça sur M-Pesa. Parce qu'on m'avait dit que c'était possible. Et malheureusement, ce n'était pas possible. 2 jours après, on m'invite à un panel au Bamako Digital Day. Je suis avec la directrice régionale
de Western Union et qui dit, ouais, vous allez... Bon, c'est une dame. Moi, j'adore taquiner les dames. Après, je lui ai dit, mais écoutez, je l'ai fait hier à Nairobi, mais ça n'a pas passé. Elle m'a dit, ah oui, on n'a pas encore implémenté les API. J'ai dit, mais non, il ne fallait pas le dire donc devant tout le monde. Vous voyez un peu. Et ce qui est fabuleux avec Change aujourd'hui, tu as 5 dirhams ici, tu as là-bas 3 dirhams, tu as besoin de 7 dirhams, tu prends ici 2 dirhams et là-bas 5 dirhams, tu associes et tu fais ton paiement. Instantanément. Instantanément, tu ne bouges pas et tu règles des solutions. Ça, c'est adapté. Et c'était le cas. Et demandez-lui, à un certain moment, un de leurs services avait stoppé. J'étais parti en France, je voulais envoyer de l'argent ici vers les mobile money, ça n'a pas marché. Je suis venu, j'ai crié dessus. J'ai dit, non, Babacar, ça, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Il faut que... Ouais. Et ça, en fait, aujourd'hui, et je pense qu'Elisabeth aussi ne me démentira pas, il nous faut en fait créer des offres qui répondent aux aspirations de nos populations. Il faut qu'on arrive à tropicaliser. Nous, on a créé récemment une nouvelle offre qui s'appelle Fintra, fin du mois tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On permet aux Sénégalais, et on sera en Côte d'Ivoire dans un mois, on permet aux Sénégalais à partir du 15 du mois de prendre 20% de leur salaire. Et ce salaire-là n'est pas positionné sur un compte en banque, il est positionné sur un wallet mobile money, n'importe lequel. Et on ne vous prend pas 12% comme la banque. Je rappelle que 75% des parts de marché des banques au Sénégal sont détenues par des banques marocaines. Absolument. Absolument. Donc, on ne passe pas par une banque. On reçoit l'argent sur son wallet, peu importe. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comme Intech aussi. C'est en fait de créer des briques. Tout sera apaisé. Nous ne voulons pas aujourd'hui être là à courir derrière les clients finaux. Ce n'est pas notre travail. On laisse ce travail-là à ceux qui ont les moyens de le faire. Nous créons la technologie et nous laissons les autres la distribuer chez le client. Et ceci me permet juste de faire également une autre contribution et de saluer également une fintech sénégalaise qui est là, qui est la première à créer un agrégateur. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé dans les fintechs, mais avant InTouch, je n'avais pas encore vu d'agrégateur. Et le rôle de gens comme Intech, c'est de venir également de créer dans l'agrégation de très belles choses. Et je voudrais vraiment qu'on creuse aujourd'hui et qu'on ne reste pas aujourd'hui sur la surface, mais qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on creuse et qu'en fait, aujourd'hui, on sorte des services à l'homme à travers cette digitalisation monétique, des choses qui sont utiles à l'homme. Et c'est ce que, en fait, Wari avait réussi, d'accord? Ce que Wave et Orange Money sont en train de perpétuer, et Intech, InTouch et les autres sont en train aujourd'hui de consolider. Mais le marché, il est très petit. Le marché, c'est un marché de 17 millions de personnes. Il nous faut aller vers les anglophones. Et je le dis parce qu'en fait, on est dans un panel où l'intérêt aujourd'hui, c'est de parler du Sénégal, mais le Sénégal seul ne suffit plus. Ce qu'une fintech fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, 9 fintech le font ou 10 fintech le font au Sénégal. Et le marché est trop petit. La Côte d'Ivoire fait 27 millions d'habitants, le Sénégal fait 17 millions d'habitants, à peine. Le Ghana est à 31 millions d'habitants. Imaginez maintenant, en fait, le Congo en Afrique centrale, c'est 102 millions. Donc, moi, je voudrais que nous, les fondateurs, aujourd'hui, qu'on ait ce mindset-là, qu'on n'ait pas peur. Dieu a fait qu'en fait, au Sénégal, les gens sont devenus bilingues par la force des choses parce que c'est notre esprit entrepreneurial qui a fait qu'on est parti apprendre l'anglais. Quelqu'un comme moi qui ne parlait pas l'anglais. Je suis que si aujourd'hui je veux m'imposer en Afrique du Sud où j'ai beaucoup de deals, je dois comprendre la langue. Si je veux aller à Draper, faire là-bas 3 semaines, 4 semaines,
payer $10,000, si je veux vraiment, en fait, un retour sur investissement, il faut que j'apprenne l'anglais. Donc, au Sénégal, aujourd'hui, tous les fondateurs se sont débrouillés pour parler anglais ou bien pour recruter un COO qui parle anglais. Je pense qu'effectivement, ça passe par ces marchés-là. Bah, écoutez, encore une fois, la transition est parfaite, hein, mais je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut aller sur des cas d'usage concrets. Il faut que ces fintechs-là répondent à des vrais besoins de la vraie vie, que ce soit pour payer mes factures. Il faut vraiment effectivement que ce soit des outils pour le quotidien. Donc, je m'adresse à effectivement notre experte de la région, donc Elisabeth, également, qui a fait un peu un tour un peu partout en Afrique. Donc, moi, je reprends un peu ce que vous avez dit pendant la présentation sur le niveau d'investissement. Je pense que ça a été entre guillemets, il y a Wave qui a pris une grosse part effectivement des 350 millions. Donc, c'est ce qui a propulsé effectivement le Sénégal à cette position-là. Mais bon, mais ça reste quand même très, très honorable. Comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte de démarrer au Sénégal, qui est un petit marché, et aller vers d'autres pays de la région? Pour vous, quelles sont les pratiques également desquelles on pourrait s'inspirer dans les autres pays? Donc, je profite effectivement de votre expertise au-delà du Sénégal. D'accord. OK. Et des fois, notre problématique, c'est que les investisseurs, quand ils regardent un marché petit comme le Sénégal, c'est trop petit, donc ils regardent ailleurs. Donc, des fois, ils poussent les startups d'aller plus vite pour atteindre d'autres géographies qui ne sont pas prêts. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir si votre modèle d'affaires peut fonctionner ailleurs. Donc, on a vu, surtout grâce à COVID, qu'avant, on avait beaucoup de copier-coller. Donc, tout le monde faisait la même chose. Et comme c'était la première fois que tout le monde était dans le même banc et on ne savait pas comment fonctionner, tout le monde était obligé de réfléchir différemment et de penser, OK, qu'est-ce que je peux offrir comme d'autres produits? Comment je peux répliquer mon produit ailleurs? Donc, ça nous a aidé beaucoup. Et ça commence toujours comme Omar a déjà dit. Il faut bien écouter les clients. Et comme nos clients, surtout, on est pour la région, le taux d'alphabétisation est 44%. Donc, il faut offrir des services qui sont très simples, mais qui correspondent aux besoins. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter le marché. Et pour aller un peu plus vite, il faut avoir les partenariats. Donc, on sait dans un peu du tout, on ne peut pas le faire seul. Donc, on commence à voir de plus en plus des partenariats avec les banques, avec les gouvernements. On a vu ça pendant COVID, les paiements des transferts sociaux avec les gouvernements. Mais pour avoir des discussions avec les opérateurs téléphoniques ou avec le secteur privé, pour avoir un plus grand marché, il faut bien connaître qu'est-ce que vous pouvez leur offrir. Vous ne pouvez pas juste dire, voilà, j'ai ce produit. Vous avez besoin de comprendre leur stratégie, comment votre produit peut augmenter leurs revenus, peut dans leur stratégie, si elle veut avoir un portée plus large ou quelque chose comme ça, il faut bien savoir comment vous pouvez appliquer votre valeur pour atteindre leurs objectifs, pas le vôtre. Parce que quand vous êtes en partenariat, bien sûr, vous voulez avoir plus de marché, plus de revenus, mais dans les partenariats, il faut bien voir comment vous pouvez assister votre partenaire dans leurs objectifs. Vous êtes toujours muet. Voilà, je suis revenu, effectivement, merci. Alors, ça me ramène à une question de l'audience qui est sur l'état de l'initiative d'interopérabilité régionale, justement dans la zone UEMOA. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est développé ou pas encore? OK, je pense que vous pouvez voir. Alors, Elisabeth, j'y vais. OK, mon Internet s'est coupé juste pour un second. Donc, vous avez vu que tout le monde a rigolé quand vous avez posé cette question. Parce qu'on a tous mis pareil. Je pense que ça devait être en 2019. Moi, j'avais mis juin 2022. Donc, j'ai raté mon pari. C'est pour bientôt. Donc, maintenant, on sait bien que ce n'est pas en 2022. Elle va commencer avec les phases. Donc, la première phase, c'est les transferts à personne. Donc, éventuellement, ça va aller plus loin. On a d'autres outils qui sont en train de mettre en place par le GMOA, mais
Omar, je te passe la parole parce que peut-être tu as plus d'informations que moi. Et si tu as une date, on veut bien faire des paris encore. Alors, moi, je vais dire que peut-être en 2025, janvier 2025. Pourquoi, en fait? Alors, aujourd'hui, on parle d'interopérabilité. Vous savez, la loi communautaire, elle peut être un avantage comme elle peut être un désavantage. D'accord? Tout à l'heure, Babacar l'a souligné. L'avantage, c'est que ça nous ouvre le marché, mais avec la ZLECAf qui arrive, on n'en a plus besoin en réalité. Le marché devient beaucoup plus grand. Alors, ce que je veux dire sur l'interopérabilité de la BCEAO, et ça, je l'ai dit devant les ténors de la BCEAO, et je vais le répéter sur ce panel-là aussi. Il me semble aujourd'hui que la BCEAO, qui est présente dans 8 pays, devrait avoir dans chaque pays un incubateur avec des fintechs en interne. Parce qu'en fait, nous ne parlons pas le même langage, pour dire la vérité. Nous sommes un peu en avance par rapport à ça. La preuve, si vous allez à Intech, vous allez voir des jeunes avec une moyenne d'âge de 25 ou 24 ans qui ont développé une plateforme avec cette interopérabilité-là. Et aujourd'hui, j'ai un start-upper qui est devenu travailleur à Wave, qui a développé son interopérabilité depuis 2015. Ça s'appelait Payall. Malik Tal. Vous voyez un peu. Et en 2019, au Mali, j'ai entendu les gens de la BCEAO dire que ouais, début 2020, on va avoir l'interopérabilité. Bientôt 2023, on ne voit pas un semblant d'interopérabilité. Et entre-temps, change est venu. Moi, ce que je vais craindre, en fait, c'est que cette loi, que la réglementation inhibe la création. On a beaucoup de fondateurs, on a beaucoup de start-upers talentueux qui pensent à régler des solutions, mais que la réglementation bloque. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre donc ces parapublics et ces privés-là. Il faudrait que la BCEAO ait des labos. On doit avoir des incubateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche d'avoir une structure comme MSC, une structure comme SendStarter, en même temps, ces membres qui sont dans la FinTech? Et on va faire un think tank, un brainstorming qui va permettre d'accélérer les choses. Parce que tant qu'aujourd'hui, c'est la bureaucratie, ça va prendre du temps. Parce que même d'habitude, dans les banques, c'est ça en fait. Pourquoi les gens préfèrent aujourd'hui tout ce qui est néobanque? C'est parce que dans la banque classique, il y a énormément de contraintes, énormément de procédures. Je n'ai rien contre les banques, mais moi, au Sénégal, quand une personne me donne un chèque, je suis découragé. Je préfère que la personne me fasse un virement. Et même si tant est qu'il y a un virement et que vous avez un shift que vous présentez à la personne qui est votre chargé de compte, la personne ne fait pas encore confiance. Alors que dans le digital, il n'y a pas tout ça. Tout à l'heure, il a parlé de quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire le bridge qu'ils ont créé. C'est des gateway payments. Et ces gateway payments, aujourd'hui, ça qui est marocain le sait mieux que moi, aujourd'hui, c'est des choses qui sont très, 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 très prisées au Maroc où les gens font ces transferts facilement. Et il y a des systèmes derrière qui gèrent tout ce qui est settlement, tout ce qui est compense. Allons plus vite et sûrement. Donc, il faudrait que nous soyons outillés. Nous ne pouvons pas aller aujourd'hui plus loin sans la réglementation, mais la réglementation également ne pourra pas innover sans nous. Il y a Jim Imowa qui veut en fait mettre en place quelque chose. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas à Jim Imowa de faire ça. Ce n'est pas le travail de Jim Imowa encore une fois. Le travail aujourd'hui devrait être laissé Intech faire sa plateforme.
Oumar S. Diallo avec Oria Technologies faire sa plateforme, tout le monde fait une plateforme et le rôle de contrôle et autres sera assuré par la BCEAO par les biais de Gilles Imoa. Que ça. Mais lorsque la BCEAO ou Gilles Imoa met en place une plateforme d'interopérabilité, c'est pour encore mettre des coups dessus. Qu'on se dise la vérité. Ils sont en train de voir aujourd'hui c'est quoi le modèle économique. Ils savent que les gens doivent payer, mais ils ne se connaissent pas encore. Ça, c'est un secret que je te donne. Ils ne sont pas encore mis d'accord sur combien chaque fintech qui va se brancher sur leur plateforme va payer. Et ça, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas pour critiquer pour critiquer. Je pense que nous faisons beaucoup plus confiance à nos technos qu'à leurs technos. Donc, il serait mieux, en fait, aujourd'hui, que dans chaque pays où il y a la BCEAO, qu'on arrive à avoir un incubateur qui sera l'incubateur de la BCEAO, où ils vont tout simplement faire des think tanks, des brainstorming, et également appeler des structures comme MSC qui vont tout simplement également leur donner la data nécessaire, parce qu'ils n'ont pas cette donnée-là. Ils n'ont pas les données qui se passent aujourd'hui au marché de Médina ou bien au marché de Pékin ou un peu partout. Ces données, c'est nous qui les avons et nous voulons tout simplement aujourd'hui travailler pour que ça aille vite et pour que ça soit également efficace pour la population. Je ne pense pas qu'ils pourront mettre en œuvre de sitôt. Peut-être que ça va prendre encore 3 ans, Elisabeth. Bah, le pari est pris. J'espère que ça sera avant quand même. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est effectivement que le régulateur ne doit être là en tant que contrôleur, hein, un extincteur qui éteint le feu au cas où il y a un problème, mais que ce ne soit pas un camion qui bloque en fait effectivement les startups qui voudraient se lancer. Moi je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, j'ai une question pour Babacar, hein, dans la même lignée, qui a été posée donc, par un membre de l'audience, qui se demande quel est le degré de pression des autorités monétaires sur le non-respect de la réglementation en amont. C'est-à-dire que concrètement, il a rappelé donc effectivement, comme rappelé ici, que la procédure d'agrément est très laborieuse au niveau de la CEA. Et du coup, le gros souci, au-delà, je suis entièrement d'accord avec vous, Oumar, on a une technologie, effectivement, les entrepreneurs aujourd'hui arrivent à déployer et à développer des technologies très, très pertinente et en tout cas très solide. Le seul souci qui reste, c'est l'agrément. Donc, la question, c'est comment est-ce que vous avez pu négocier cet agrément-là, justement? Alors, c'est vrai que le degré de pression de la part des autorités de tutelle est assez fort parce que, bon, ce sont les autorités qui doivent réguler ce marché. Mais comme Oumar l'a dit, hein, ce n'est pas de leur ressort normalement de créer cette opérabilité parce que dans la mise en œuvre pratique, ça va poser problème. Maintenant, nous, de notre côté, comment nous, on s'est débrouillé, c'est de passer parfois par des banques qui sont en relation directe avec la BCEAO. Donc, c'est eux derrière qui prennent sur eux une grande partie de tout ce qui est responsabilité, de tout ce qui est compliance, etc. Bientôt, vous aurez une autre solution sur le marché relative au TPE, parce qu'au-delà d'accepter les cartes bancaires, on va aussi mettre sur le marché des TPE qui vont accepter des mobile money. Et ça, encore une fois, c'est une innovation qu'on met sur le marché à des tarifs réduits pour permettre aux e-commerçants ou bien aux commerçants d'avoir un matériel, un device qui leur permet d'accepter des paiements. Donc ça, on ne peut pas le lancer comme ça nous-mêmes en tant que FinTech sur le marché. La BCEAO tapera sur nos doigts. Nous sommes obligés de passer par nos banques partenaires et heureusement, une de nos banques partenaires est d'origine marocaine, c'est le groupe Attijari. Donc, c'est par eux certainement qu'on passera pour mettre ce produit sur le marché. Donc, c'est un peu la même approche effectivement qu'on a au Maroc où pour pas outrepasser, mais en tout cas pour pouvoir profiter d'un agrément, on s'associe entre guillemets en sympa avec… écoutez, non, c'est très, très intéressant. Moi, une dernière question, peut-être, alors on a encore 5-10 minutes ensemble, mais je profite de votre présence parce que c'est très, très précieux ce que vous nous dites. Elisabeth, effectivement, donc on est sur des use cases aujourd'hui, on se rend compte que le nerf de la guerre, ça reste le paiement. Ça reste un peu ce transfert entre particuliers, peut-être petit business. Si je pars acheter mon sandwich de charcuterie ou autre, ou mon carburant, ou peu importe, je veux payer effectivement, je n'ai pas de carte sur moi, mais j'aimerais bien teaser peut-être un peu ou titiller vos neurones, Elisabeth, pour aller un peu plus loin. Pour vous, quel
sont les tendances sur lesquelles il faudrait se concentrer, donc avec le paiement, notamment en ce qui concerne tout ce qui est inclusion financière ou autre? Les tendances sur lesquelles peut-être il faudrait se focuser, qui pour vous sont les tendances de l'avenir d'ici 2025, peut-être le temps que le fameux acte l'interopérabilité, pardon, soit justement validé. Okay. Déjà, surtout pour le Sénégal, on a le nombre de transferts par l'Europe vers le Sénégal ou vers Côte d'Ivoire dans la sous-région est énorme. Et ces transferts passent toujours dans l'informalité. Donc, c'est un grand marché qu'on n'a pas encore touché. On a aussi, donc on commence petit à petit dans le crédit. Mais comme j'ai mentionné, on n'a pas les antécédents. Donc, de voir comment on peut commencer à utiliser les données alternatives, parce que les besoins autour de ça vont augmenter. Donc, on a beaucoup d'opportunités autour de ça. Et aujourd'hui, surtout sur les données, on ne touche pas autant qu'on peut. Donc, on commence à voir de plus en plus des transferts internationaux ou interrégionaux, des paiements. Donc, on n'est pas encore en train de profiter de tout ça. Donc, comme Oumar a mentionné, donc on a besoin d'intervention de la BCEAO pour être sûr qu'on est en conformité, mais c'est une grande opportunité à saisir que nous n'avons pas encore profité aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Omar, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être sur ce point-là? Alors, moi mon intervention va toujours être axée en faveur des startups parce que aussi, c'est une déformation professionnelle. Je suis dans une association qui va toujours faire le plaidoyer des startups. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir une chose. Que ce soit la BCEAO, que ce soit nous du secteur privé ou même public, il nous faut nous asseoir et avoir la même vision. Il nous faut également nous accepter d'être accompagnés. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne saurons pas faire nous-mêmes. Il y a des choses que, en fait, peut-être que c'est Elisabeth avec, par exemple, une structure telle que MSA qui pourront nous encadrer pour le faire. Et d'autres choses, par exemple, nous allons les prendre peut-être au Maroc ou ailleurs, mais il faudrait qu'on accepte aujourd'hui d'être au même endroit et d'avoir cette convergence d'idées, de bâtir quelque chose. Ce qui a permis à l'écosystème, je reviens même à l'essence même du sujet de ce webinaire, ce qui a permis aujourd'hui au Sénégal d'avoir ce rayonnement-là aussi, il faut le souligner. C'est que le privé, à un certain moment, a tellement fait bloc que le public a été obligé de suivre. Avec la création du premier fonds d'amorçage qui s'appelle l'ADER en réalité, et qui a vraiment donné un coup de fouet à la construction d'un écosystème. Et au-delà de cela, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y avait des précurseurs. Il y a eu Orange Money en 2008 et Wari. Et quoi qu'on dise, le Sénégal a 27% des parts de marché de Orange. Les travailleurs de Orange ont 10%, ça fait déjà 37%, et le grand public a 10%. Ça fait déjà combien? Vous voyez, 47%. France Télécom à 42,8%. Et à partir de ce moment, vous savez, en fait, les gens s'approprient même de la chose. Et quand les gens s'approprient de la chose, à partir de ce moment, ils vont dire que c'est quelque chose de collectif qui nous appartient. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de bien faire pour bâtir quelque chose. Et il ne faut pas avoir peur de dire que nous manquons les compétences. On a besoin d'être accompagné. Il faut avoir cette humilité-là. Et moi, ce que je vois quand je discute beaucoup avec la tutelle, c'est-à-dire la BCEAO, des gens de la BCEAO, je me rends compte que nous ne parlons pas le même langage, malheureusement. Nous sommes très en avance sur eux. Ça, il faut le dire. Ils ne connaissent pas. Et nous, cette humilité-là, on l'a de dire, par exemple, à MSC, partagez-nous ce que vous faites. Africa FinTech Forum, associez-nous à ce que vous faites. Sadjenen, si tu as des webinaires, invite-nous, on veut apprendre. Vous voyez un peu, c'est qu'on pourra construire des choses.
Mais si chacun s'est dit, en fait, je reste à ma place et moi, de toute façon, je suis le régulateur, j'attends que quelqu'un qui ne sera pas, en fait, en règle pour que je lui tape sur les doigts, on aurait du mal à développer quelque chose. Il faudrait cette concertation. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur. Il faudrait que la BCEAO, Jim Imowa, ainsi que les autres, et nous du privé, nous qui pensons savoir, même si nous ne savons pas, il faudrait qu'on s'asseye et que nous, ce que nous ne savons pas, qu'ils nous disent que vous ne savez pas. C'est très, très clair, effectivement. Donc, moi, je retiens effectivement ce cri du cœur, hein, pour le coup, et ça s'est bien ressenti, effectivement. Je retiens également, donc bien noté, c'est toutes ces tendances qui viennent sur la data alternative, hein, comme présenté par Elisabeth, sur le fait notamment qu'en Afrique francophone, comme au Maroc notamment, pour lancer des fintechs aujourd'hui, on est toujours en train de s'associer à des groupes qui certains agréments pour pouvoir un peu aller plus vite. Donc, c'est très, très clair. Moi, la question, en tout cas, une des dernières questions que j'aurais, peut-être à vous, Elisabeth, mais effectivement, c'est une question ouverte, c'est par rapport à la position du Sénégal par rapport aux autres marchés en termes de points d'accès. Donc là, on a vu effectivement que le Sénégal a levé 350 millions de dollars l'année dernière. Une partie est pour Wave, mais j'imagine qu'il y a quand même une grosse partie qui est restée pour les startups sénégalaises, hein, à mon sens. Pour vous, Elisabeth, est-ce que si je veux m'adresser à ce marché-là, est-ce que pour vous, le Sénégal est le marché adéquat pour cela ou pas? Vous qui connaissez un peu la région, donc admettons qu'il y a, parce que j'ai une question qui a été posée, quelqu'un c'est une startup marocaine qui voudrait s'exporter dans la région. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de s'installer au Sénégal et de s'adresser à ce marché-là francophone? Et quels conseils donneriez-vous aussi à ces jeunes startups qui veulent s'exporter? OK. Surtout parce que c'est difficile quand vous arrivez sur place et je sais que c'est un peu bizarre en Amérique qui explique ça, mais vous devez vous associer avec les gens locaux parce qu'on ne peut pas juste amener des produits sans connaître le marché local. Donc, il faut s'associer avec les gens locaux pour être sûr que votre produit vous aide. Et c'est ça que le BCEAO a mentionné, qu'il y a beaucoup de demandes, mais souvent, les gens qui arrivent d'ailleurs offrent des produits trop avancés, trop sophistiqués pour le marché. Donc, il ne faut pas venir avec les produits qui ne sont pas bien adaptés. Et ça aussi, c'est une difficulté pour notre région, puisque, comme Umar a mentionné, donc on a la même devise, le même langage, donc c'est un peu facile de juste voir ça comme un marché, mais il y a des différences entre les gens. Entre la façon qu'ils gèrent de l'argent et les besoins sont un peu différents de chaque pays à un autre. Donc, il faut bien connaître le marché. On a un guichet unique pour enregistrer. Donc, le Sénégal est un des plus faciles, malgré toutes les démarches dans la sous-région pour commencer. Donc, c'est pour un bon début, mais ce n'est pas pour penser que voilà, si vous réussissez au Sénégal, vous pouvez réussir ailleurs parce que c'est, encore une fois, il y a des différences dans chaque marché. C'est très clair. Et ça vous fera plaisir de savoir que la question a été posée par une entrepreneure femme, Hafsa Medjaoui. Donc, du coup, on a vu qu'il n'y avait effectivement que 5% des entrepreneurs femmes. Donc, il va falloir cravacher un peu plus pour effectivement en avoir un peu plus au sein des entrepreneurs. Donc, on compte sur Scène Startup pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Et j'espère que… Je vais rajouter juste quelque chose pour cette compatriote qui veut venir au Sénégal aussi. Il faut savoir une chose en fait. Oui. Si vous voulez avoir ce marché francophone, Elisabeth l'a dit tout de suite, il y a beaucoup de spécificités entre le Sénégal et les autres pays. Vous pouvez venir au Sénégal. Je parle de ce que je connais en fait. Actuellement, par exemple, je donne un exemple. Yassir de Noureddine Taïbi vient de lever 150 millions de dollars. Tout à fait. C'est une start-up algérienne qui est déjà au Sénégal. Alors, le bureau au Sénégal et mes bureaux, c'est même pas 100 mètres. Tu vois, ils sont en train de faire ce que les ténors sénégalais dans les start-up font, c'est-à-dire le last mile, en même temps, la livraison. D'accord? Mais ils ont été obligés de prendre une country manager sénégalaise, d'apprendre, de voir avant maintenant.
de s'adapter et d'aller également en Côte d'Ivoire. Si également des gens veulent, c'est ça aussi l'esprit start-up, ne dites pas est-ce que ça va marcher. Venez et faites votre POC. Ils viennent, ils vont faire leur MVP. Ça ne coûte rien de créer un bureau avec un personnel réduit et de voir pendant 3 ou 4 mois comment ça va se passer. Moi, j'ai duré dans les fintechs, ça fait presque 15 ans que je suis dans les fintechs, mais n'empêche, récemment, quand on a eu un investisseur dans notre board et qu'on a levé des fonds, qu'on a voulu faire des acomptes sur salaire, on a dit qu'on va faire 6 mois de MVP pour voir qu'est-ce que ça va donner. Même si nous avons un seul client, il n'y a pas de souci, on va manager ce client-là. Mais on s'est rendu compte en 2 mois qu'on était à 32 entreprises qui veulent faire ça pour nous. Là, ça donne aujourd'hui des idées de dire il est possible de faire quelque chose. Donc, moi, je conseille à cette compatriote marocaine qui veut vraiment venir, de venir. Et puis, cette start-up est là. Il y a également les données de MSC, il n'y a pas de souci. C'est ça, avec la finance digitale, on le rappelle. Il faut qu'on change effectivement cette dynamique effectivement à 100% et qu'on développe effectivement toutes ces synergies qu'il y a entre nous, quoi qu'il en soit. Ben écoutez, merci beaucoup pour cet échange-là. Hein. Honnêtement, j'aurais pu le faire durer encore plus longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de belles choses à dire. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on essaiera de se donner rendez-vous à 25 avec, en espérant, l'interopérabilité qui aura été réalisée d'ici là. Je remercie, voilà, on croise les doigts très fort. Je remercie Babacar, Omar et Elisabeth. Merci beaucoup aussi, Elisabeth, que tu as répondu présente très vite. Tu as préparé le support pour nous et tu nous as fait part un peu de toute ton expérience et de toute ton expertise. Merci, Omar, pour ta sympathie, bien évidemment, et pour avoir présenté un peu l'écosystème et pour ton cri de cœur. Et merci, Babacar, également pour ta présence et pour toute ton expertise et ton optimisme également. On le voit, tu es un entrepreneur qui réalise. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui nous fait plaisir. Alors, je rappelle que ce webinaire sera disponible sur YouTube. Donc, généralement, effectivement, il y a un retour sur YouTube pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu être là à y accéder. On se donne rendez-vous très vite dans le cadre de l'animation de l'Africa Innovation Lab avant 2025, encore une fois, et avec des entrepreneurs femmes la prochaine fois, en plus d'Elisabeth. Donc, merci encore à vous et à très vite. Très bonne journée, très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.